Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis David Emo, donc je suis directeur général adjoint et CTO chez Neteos. Alors, Neteos, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans la confiance numérique. On édite des solutions d'onboarding client pour permettre à nos clients, qui sont principalement des banques et des assurances, de mettre en ligne des parcours de type souscription de crédit, ouverture de compte bancaire ou souscription d'assurance, par exemple. Donc, on fait au cours de ce parcours de la vérification d'identité, de la vérification de justificatif, de la signature électronique, et on gère le parcours, on va dire, dans son intégralité, avec notamment la gestion des relances, des communications avec le client final, donc avec des problématiques de type lutte contre la fraude, taux de conversion, enfin bref, on adresse toute la problématique de l'onboarding client et de la souscription. Donc, comme je le dis, dans notre activité, on a un fort focus sur la vérification d'identité et vérification d'identité que l'on fait aujourd'hui grâce à des technos à base d'IA qu'on développe en interne. Et donc, ça va être le sujet de cette présentation. Donc, aujourd'hui, la vérification d'identité en 2023, c'est principalement une vérification d'identité qui se fait à distance. Voilà, on est sur un marché post-Covid. Donc, les cas d'usage se sont multipliés à distance. Donc, les gens veulent pouvoir dérouler des parcours clients en restant chez eux, sans avoir à se déplacer. Et c'est aujourd'hui une vérification d'identité qui est majoritairement, je vais dire, propulsée par l'IA. C'est-à-dire que si vous allez voir différents acteurs du marché aujourd'hui, tout ce qui est vérification d'identité, on met beaucoup en avant l'IA pour plein de raisons que je vais évoquer juste après. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une vérification d'identité de manière très rapide? Ça commence généralement par la vérification d'un document d'identité. Donc, une première étape, ça va être simplement de classifier ce document, de trouver le document dans la photo ou dans la vidéo qu'aura soumis l'utilisateur. Une fois qu'on aura fait cette classification, on va faire tout ce qui va être contrôle d'éléments de sécurité pour vérifier l'authenticité du titre. Ce qu'on veut, c'est valider l'authenticité du titre. Donc là, on a mis quelques exemples. Voilà, on va pouvoir faire de la lecture de QR code, par exemple, sur les documents où il y a un QR code. On va faire de l'analyse de police pour vérifier qu'il n'y a pas eu de falsification. On va vérifier différents éléments de sécurité des documents. Par exemple, en bas, vous avez les petites perforations qu'il y a sur un passeport, par exemple, donc qui sont très codifiées et donc on peut analyser sur une image ou sur une vidéo. On va également faire tout ce qui va être contrôle, on va dire, de cohérence interne au document ou externe avec une source externe. Par exemple, en France, on a l'API DocVerif qui est fournie par la NTS qui permet de savoir qu'un document a été déclaré perdu ou volé, par exemple. Voilà, donc on va faire différents contrôles. Le but est à la fin d'avoir la certitude que le document est authentique. Et une fois que le document est authentique, on va faire une reconnaissance faciale. Donc, en fait, on va garantir que la personne qui est en train de réaliser le parcours, c'est bien la personne qui est détentrice du titre. Donc, on fait différentes choses. Donc, la première étape, ça va être la phase de détection du visage. Donc là, c'est des petits exemples de laboratoire. Donc, par exemple, celui-ci, très intéressant, c'est-à-dire que voilà, les algorithmes de détection de visage sont très performants aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous le voyez de votre place. Mais voilà, là, il y a bien un visage sur cette image et donc les algorithmes arrivent à détecter les différents points d'intérêt du visage pour savoir qu'il y a un visage. Donc, on va faire cette comparaison du visage avec la photo d'identité et on va aussi faire ce qu'on appelle la détection du vivant. Donc, bien sûr, on ne cherche pas à savoir que l'utilisateur est en vie. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est un vrai utilisateur. Donc, que ce n'est pas, par exemple, la photo d'une photo ou la vidéo d'une vidéo. Donc, c'est ce que montre l'image de droite. Ou alors que ce n'est pas, par exemple, un deepfake, donc une image qui est manipulée informatiquement. Donc là, on le voit, donc on a superposé le visage de Tom Cruise sur le visage de la personne qui est là. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la détection du vivant. Et donc, ça mis bout à bout, donc le contrôle de l'authenticité du titre, la reconnaissance faciale, la détection du visage, la détection du vivant, pardon, c'est aujourd'hui, grosso modo, une vérification d'identité à distance en 2023. Alors, pourquoi on utilise l'IA? Alors là, je vais prendre un exemple qui a été pompé et repompé dans notre domaine. Pourquoi on utilise l'IA? Aujourd'hui, si je vous demande où est le chien, où est le chat, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va se tromper. Par contre, si je vous demande de m'expliquer pourquoi vous avez choisi telle ou telle image, sur quels critères, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire si vous pensez en termes informatiques de « je vais créer un moteur de règles » qui va permettre de décrire un chat par rapport à un chien, quelle règle vous allez choisir?
Bon, ça a 2 yeux, ça a une bouche, ça a un nez, ça a un museau, enfin, ça a 4 pattes, ça a des poils. Voilà, c'est très difficile en fait de décrire un chien et un chat avec des règles. Et en fait, c'est pour ça qu'on utilise l'IA, parce qu'en fait, l'IA va découvrir d'elle-même ces règles et donc va permettre de mettre en place des algorithmes qui vont classifier, lire, segmenter, enfin, faire plein de traitements sur lesquels on ne peut pas a priori créer de règles. Donc typiquement, sur une vérification d'identité, on a toute la diversité des documents d'identité qu'on peut rencontrer, que ce soit les différents types ou les différentes nationalités du document. Ou alors, par exemple, là, sur un face matching, avec quelles règles on va pouvoir garantir que les 2 visages que l'on voit ici sont la même personne, et c'est la même personne. Aujourd'hui, voilà, on utilise l'IA parce que l'IA va apprendre les caractéristiques internes de ces différents éléments et créer des modèles qui, d'eux-mêmes, vont pouvoir prédire le résultat attendu. Donc, comment ça marche? Alors, je vais vraiment aller très vite et je vais essayer de ne pas aller trop dans le détail. Donc, aujourd'hui, l'IA, c'est plein de choses. Donc, il y a 2 sous-branches de l'IA qui sont le machine learning et le deep learning. Typiquement, le machine learning va être utilisé sur des données structurées, type le texte, par exemple, ou les données numériques. On va préparer, on va dire, ces données en faisant ce qu'on appelle de l'extraction de features. Donc, on va dire quels sont les éléments discriminants de ces données. Imaginons que je veuille faire un algorithme de recommandation d'achat, par exemple, pour le site d'Amazon, par exemple. Donc, mes données structurées, ça va être ma base client. Et en fait, j'aurai comme élément, on va dire, de segmentation de ces clients, j'aurai l'âge, j'aurai le sexe, j'aurai potentiellement la localisation. Et ça va me permettre d'alimenter un moteur donc qui va me permettre de créer un modèle qui va à la fin me donner une sortie, enfin un résultat pour me dire, OK, ce client, je dois lui présenter tel ou tel produit. Donc là, on est dans du machine learning. Le deep learning, ça s'applique notamment quand on doit analyser des données qui sont non structurées, typiquement du son, de la vidéo, de l'image. Donc là, on donne en entrée, on va créer ce qu'on appelle un dataset d'entraînement pour la machine. On va lui dire, par exemple, voici 1000 images de chats. Le moteur, le modèle va travailler sur ces 1000 images et va apprendre de lui-même des caractéristiques du chat. Alors, ce n'est pas des caractéristiques en mode poil long, poil court, 4 pattes. Non, non. En fait, ces caractéristiques, c'est ce qu'on voit ici dans ce qu'on appelle le réseau neuronal. Donc, le réseau neuronal, c'est des couches, on va dire, de traitement informatique. Et sur chaque couche, il y a ces petits points-là qu'on appelle des poids synaptiques, pour prendre un mot un peu barbare. Et en fait, le réseau de neurones va se configurer en mettant sur chacun de ces points des chiffres. Voilà, c'est très abstrait. Et à la fin, il sera en capacité, quand on lui donne une image d'entrée, de donner la sortie qui est attendue, la sortie qui est prédictible, donc chien ou chat. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, sur un modèle de type face matching, donc de reconnaissance faciale, les réseaux de neurones qu'on utilise font entre 15 et 20 millions de poids. Donc, c'est-à-dire qu'il y a entre 15 et 20 millions de paramètres qui sont configurés par la machine pour aboutir à une prédictabilité du face matching. Donc, voilà aujourd'hui pourquoi on utilise l'IA et comment ça marche. Alors, aujourd'hui, tout le monde fait de l'IA. L'IA, c'est le mot à la mode, tout le monde fait de l'IA. Si vous allez voir mes amis et collègues commerciaux, ils vont vous dire que l'IA, c'est magique, que ça résout tous vos problèmes. Bon, c'est normal, on les paye pour ça. Donc, s'ils ne le font pas, merci de nous le dire. Mais en fait, dans la réalité, quand on déploie des parcours d'identification basés sur l'IA, il y a des points. Voilà, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des choses à savoir. Donc, c'est un peu l'idée de cette intervention. Donc, le premier point, c'est souvent, les gens pensent que l'IA, ça va permettre d'automatiser 100% des parcours. C'est-à-dire, l'IA, c'est magique, ça fonctionne tout le temps. Donc, j'ai plus besoin d'opérateurs, j'ai juste à mettre une IA et ça va remplacer les opérateurs. Dans la vraie vie, pas du tout. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, on a un utilisateur final. Quand on va lui demander de scanner sa pièce, potentiellement, il va nous scanner ça comme pièce. Et vous avez beau avoir le meilleur moteur d'IA du monde, quand la pièce d'identité elle est passée 5 fois à la machine, 3 fois sous les roues de vélo de l'enfant de 3 ans, eh bien, elle ressemble à ça. Et là, bon, votre IA n'a pas été entraînée à analyser ces titres-là. Elle a été entraînée à analyser des vrais titres, enfin des titres normaux, je vais le dire comme ça. Et donc, l'IA, elle va échouer. Dans un nombre, ça dépend du cas d'usage, ça dépend du type d'IA, mais il va y avoir des pourcentages de cas où l'IA va échouer
Parce que l'IA, c'est pas magique. Ça peut pas, par exemple, quand il y a des grosses traces sur le document, une pliure ou quelque chose comme ça, l'IA ne peut pas inventer la donnée qu'elle ne voit pas, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points, une des premières idées reçues, c'est que l'IA, ça ne fonctionne pas dans 100% des cas et ça ne va pas vous permettre d'automatiser 100% de vos parcours. Ensuite, deuxième idée reçue, l'IA est plus performante que l'humain. Alors là, c'est plus mitigé. Donc effectivement, il y a des cas d'usage où l'IA est plus performante que l'humain. Par exemple, ce que l'IA fait très bien et ce qu'un humain aurait du mal à faire, c'est par exemple sur un flux de production, savoir que deux personnes identiques sont venues avec deux identités différentes, par exemple. Donc si vous avez un opérateur humain qui toute la journée valide des pièces d'identité, potentiellement il va avoir vu ces deux visages sur deux pièces d'identité différentes, mais il n'y a aucune chance qu'il s'en souvienne. Donc, et encore plus quand vous avez un pool d'opérateurs qui valident les identités, ils ne voient pas tous les mêmes pièces. Alors que l'IA, si vous lui demandez « est-ce que tu as déjà vu ce visage aujourd'hui ?», l'IA va être en capacité de vous répondre. Donc ça, par exemple, c'est un cas d'usage où l'IA vraiment renforce les contrôles humains. Mais à côté de ça, si on revient sur l'image d'avant, potentiellement, l'IA va se tromper en lisant ce type de document, mais un humain, lui, sera en capacité de lire plus finement certains caractères, parce que l'humain, il a cette notion de contexte, il est en capacité de comprendre que telle tâche, en fait, ça a transformé un O en Q, et donc il va être en capacité de dire à la place de la machine, non, mais là, c'est un O qu'il faut lire et pas un Q, par exemple. Donc voilà, donc là, sur ce point-là, c'est un peu match nul. L'IA n'a pas de préjugés. Alors là, tout à l'heure, je vous ai expliqué comment marche l'IA. En fait, l'IA se construit par préjugés, en fait. On construit l'IA par préjugés. C'est-à-dire qu'on alimente une IA avec un dataset qu'on a choisi en entrée. Et donc, elle est très, très fortement orientée par ce dataset. Aujourd'hui, si vous prenez les datasets académiques qui permettent d'entraîner les IA aujourd'hui, c'est des datasets qui sont principalement faits par des universités ou des groupements qui sont plutôt occidentaux, donc d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord. Et vous avez ce type de représentativité. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, l'IA, une IA qui va être construite, on va dire, sans intention particulière de la rendre la plus diverse possible et la plus large possible, va avoir tendance à effectivement mieux reconnaître une personne blanche de sexe masculin qu'une personne à la peau foncée de sexe féminin. Donc aujourd'hui, les IA, par nature, ont des préjugés. Et en plus, ce qui n'est pas évident, c'est que quand on manipule un dataset d'entraînement pour le rendre plus diversifié, en fait, on introduit d'autres biais. Par exemple, il y a eu un exemple assez frappant. Il y a une compagnie d'appareils photo portables qui a déployé un firmware avec une nouvelle fonctionnalité sur les appareils photo qui permettait d'éviter qu'on prenne la photo quand les gens clignent des yeux. Donc, elle a déployé cette fonctionnalité en Amérique. Très bonne fonctionnalité. Donc, c'est vrai que prendre des photos quand on a les yeux qui se ferment, c'est pas terrible. Donc là, l'appareil, au moment où vous appuyez, s'il voit une personne qui cligne des yeux, il empêche la photo de se prendre. En fait, ils ont déployé cette version du firmware en Asie. Et là, du jour au lendemain, plus personne ne pouvait prendre de photos. Pourquoi ? Voilà, les yeux bridés. L'algorithme avait été entraîné sur un dataset de personnes européennes ou américaines qui clignaient des yeux. Et des visages asiatiques avec des yeux bridés plus fermés, ça a complètement mis en défaut l'algorithme. Et donc, du jour au lendemain, en fait, la fonctionnalité est devenue complètement inutilisable en Asie. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui un des points principaux. Je veux dire, c'est que l'IA se construit sur la base de préjugés. Et donc, il faut vraiment prendre, au moment de la construction de l'IA, ces données en compte pour avoir des IA les plus larges possibles en termes d'acceptation, je dirais. Ensuite, quatrième idée reçue, c'est l'IA ne peut pas être expliquée. Alors celle-là, elle est un petit peu... voilà. Aujourd'hui, l'IA, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une boîte noire. On lui donne des données d'entraînement en entrée. Elle construit un modèle avec plusieurs millions de paramètres. Et en sortie, elle est capable de dire chien ou chat. Bon, si vous essayez de regarder en fait ce modèle qui a été construit par l'IA et d'expliquer comment il arrive à ce résultat, c'est impossible. C'est impossible. Vous avez une espèce de fichier informatique avec plein de 1 et de 0 qui... Voilà. Mais par contre, alors, techniquement, c'est très difficile à faire. Mais aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si vous savez, au niveau européen, la construction d'un AI Act, en fait, qui va être un texte réglementaire au niveau européen, qui va
décrire tous les éléments de responsabilité de l'IA et donc des fournisseurs d'IA. Et notamment, un des points principaux, ça va être l'explicabilité de l'IA. C'est-à-dire, par exemple, un client bancaire qui se voit refuser son ouverture de compte parce qu'à un moment donné, un modèle d'IA, que ce soit un modèle de reconnaissance faciale, un modèle de scoring ou autre, a donné un KO, il doit pouvoir aller voir la banque en demandant à la banque, bah, expliquez-moi pourquoi vous m'avez noté KO. Voilà. Et donc, il y a des gros travaux qui sont faits en ce moment dans la recherche pour réussir à, comment dirais-je, à rendre l'IA explicable. Donc, notamment sur le face matching, on a ce genre de recherche qui se met en place. Donc, en fait, bon, c'est technique. Donc, si je prends l'image tout à gauche, donc les petits carrés verts, ça, en fait, ça montre qu'est-ce que l'IA a considéré comme étant important dans l'image à analyser pour donner son résultat. Donc là, le résultat étant du face matching. Donc on voit que l'IA se concentre globalement sur le milieu du visage, ce qui est un peu logique pour cette problématique-là. Et en fait, après, les carrés bleus et rouges, ça montre dans cette image-là quels sont les points de similitude entre les deux images. Et donc, on voit que sur l'image du haut, grosso modo, l'IA a réussi à trouver pour chaque point, enfin, chaque petit carré d'image, des similitudes entre les deux images, parce que c'est bleu. Et par contre, dans l'autre, elle en a quasiment pas trouvé. Enfin, elle en a trouvé un tout petit en haut à droite. Et donc voilà. Donc là, c'est une façon de représenter en fait graphiquement qu'est-ce que l'IA a considéré et qu'est-ce que l'IA a noté dans l'image pour arriver au score de similitude. Voilà. Donc on n'est pas encore à une explication très très claire, mais on s'en rapproche. Donc voilà, c'est ce genre de on va dire de méthode et aussi de représentation qui va être utilisée pour rendre l'IA explicable. Cinquième idée reçue, bon, celle-là c'est la plus simple, c'est l'IA est difficile à mettre en place. Bon, en fait, non, en fait, aujourd'hui, voilà, l'IA, ça nécessite beaucoup d'efforts en développement, en recherche, mais une fois que les recherches sont faites, ben voilà, après, aujourd'hui, tous les services, quel que soit le type d'IA que vous cherchez à mettre en place, vous trouvez des services d'API notamment qui vous permettent de déployer des parcours ou des modèles d'IA très facilement via des API. Donc aujourd'hui, la problématique de la mise en place, elle est résolue. Sixième et dernière idée reçue, c'est l'IA est infaillible. Ouais, ça va un peu avec la première. En fait, non. En fait, l'IA aujourd'hui, on a des exemples, on a plusieurs exemples un peu célèbres dans le milieu. L'IA peut se tromper. Alors, par exemple, celle-là, c'est une IA qui a été entraînée pour reconnaître des races de chiens. D'accord, donc le chihuahua, typiquement. Bon, quand on lui présente un muffin aux myrtilles, elle n'est plus très sûre. Elle se dit, bon, quand même, vu de loin, alors je ne sais pas si d'un peu plus loin, il y en a que ça, voilà. Mais effectivement, vu de loin, un chihuahua, un muffin aux myrtilles, c'est un petit peu pareil. Voilà. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a un exemple aussi un peu célèbre de Tesla avec son système de conduite autonome. À un moment donné, la voiture est passée devant un panneau publicitaire et le panneau publicitaire, il y avait un gros rond rouge et la voiture a cru que c'était un feu rouge et elle a pilé au milieu de nulle part parce que c'est passé, on va dire, dans les mailles du filet et ça a été catégorisé comme étant un feu rouge. Et évidemment, le conducteur a été extrêmement surpris de la réaction de la voiture parce que, voilà, pour ceux qui ont testé l'autopilote, quand l'autopilote a décidé de faire quelque chose, il le fait tout seul. Donc voilà, donc effectivement, l'IA n'est pas infaillible et donc ça nécessite, et donc notamment quand vous déployez des parcours à base d'IA, vous aurez toujours à expliquer des cas limites. Un client ou par exemple même au support, quand vous allez avoir un dossier client qui ne passera pas tel ou tel contrôle, de devoir expliquer pourquoi dans ce cas-là, une image qui est pourtant de bonne qualité, l'IA n'a pas réussi à s'en sortir, on va dire ça comme ça arrive. Parce que quand on génère des modèles d'IA, on raisonne en grande masse, on fait passer des milliers et des milliers d'images. Donc l'IA est complètement compétente, on va dire, dans 99,99% des cas. Mais il reste ce 0,01 ou 0,2% qui peut être complètement inexplicable pour l'humain de pourquoi l'IA s'est trompée dans ce cas-là alors que l'image est de meilleure qualité que dans un autre cas où elle ne s'est pas trompée. Mais c'est parce que voilà, l'IA, par construction, ça fonctionne comme ça. C'est, on va dire, des probabilités sur des grandes masses. Donc voilà, pareil, quand vous mettez en place des parcours à base d'IA, vous avez, il faut prendre ça en compte et être capable de l'expliquer notamment à vos clients quand vous rencontrez ce type de cas. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas où j'en suis niveau timing. Je pense que je ne suis pas trop mal. Bon, parfait. Est-ce qu'il y avait des questions?
N'hésitez pas. Non? Pas de questions? Bon. Bah, parfait. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Bon salon. Au revoir.